le soutien à leurs alliés, aux mandataires ou aux alliés, semble non négociable. Le programme de missiles balistiques est évidemment non négociable. Donc nous sommes maintenant dans une situation où Trump n'est même plus en mesure d'obtenir ce qu'il était supposément capable d'obtenir lors des discussions, des négociations au Mans de Genève. Alors, je commence maintenant à voir que, vous savez, ce qu'il dit devient presque inévitable, à moins que le blocus économique fonctionne. Eh bien, je pense que c'est probablement vrai. Nous ne pouvons pas en être certains à 100% à ce stade. Nous ne sommes pas assis dans le bureau ovale à écouter la conversation, mais je prendrai un peu de recul pour proposer une sorte d'analogie qui pourrait expliquer vers quoi nous nous dirigeons maintenant. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais en 1914, lorsque la guerre a éclaté et que les Russes ont décidé de mobiliser contre l'Autriche pour soutenir la Serbie, il n'y avait pas unanimité au sein du cabinet britannique au sujet de l'entrée en guerre. En fait, la plupart des membres du cabinet ont d'abord discuté de la possibilité d'entrer en guerre contre l'Allemagne et ont dit, eh bien, vous savez, nous avons eu beaucoup de guerres avec les Français, nous n'avons jamais eu de guerre avec les Allemands, nos intérêts ne s'opposent pas nécessairement, et donc nous ne voulons probablement pas nous impliquer là-dedans. Mais le résultat a été non, ils ont violé la neutralité belge. Nous avons signé cet acte obscur il y a plus de 100 ans, nous devons y retourner et soutenir les Français. Eh bien, Winston Churchill était l'un des principaux va-t-en-guerre. Surprise, surprise. Et il a convaincu le cabinet que la guerre se déciderait en un après-midi dans la mer du Nord par la Royal Navy. Il y aurait une gigantesque bataille navale entre la flotte de l'Atlantique de la Royal Navy et la flotte allemande. Les Allemands perdraient évidemment, et après cette défaite dans la première bataille en mer, ils seraient réticents à continuer, et la guerre n'éclaterait pas sur terre. Maintenant, beaucoup de gens se sont dit, mon Dieu, comment peut-on arriver à une telle conclusion ? Quelle différence cela ferait-il pour les Allemands qu'ils aient ou non une flotte combattant les Britanniques dans la mer du Nord ? Et qu'est-ce qui a bien pu faire croire à qui que ce soit qu'une victoire de la Royal Navy dans la mer du Nord aurait un grand impact sur l'Allemagne, qui possédait la force terrestre la plus grande et la plus puissante d'Europe, mais vue à travers le regard des Britanniques, la puissance navale était tout. C'était leur véritable force. Et ils voyaient le monde comme étant façonné par leur puissance navale. Eh bien, si je parle de tout cela, c'est parce que, au bout du compte, ils ont effectivement envoyé une force en France. Elle ne comptait qu'environ 150 000 hommes. C'était une bonne force, mais elle était terriblement insuffisante pour ce qui était nécessaire. La majeure partie a été détruite pendant qu'elle reculait sur 230 000 de la Belgique vers la France. Et à ce moment-là, beaucoup de gens en Grande-Bretagne ont dit « Oups, nous avons fait une erreur, ça va pas fonctionner. Nous devons limiter nos pertes et partir. » En fait, le commandant du corps expéditionnaire britannique, le général French, a dit « Dirigeons-nous vers les ports, sortons d'ici. Nous n'avons aucune chance de succès contre les Allemands, ils nous dominent. » Mais le gouvernement britannique a dit « Non, nous ne pouvons pas partir. Il y a trop d'enjeux. Il y a l'honneur national. Il y a notre réputation, notre position de première puissance. Nous ne pouvons absolument pas nous désengager. » Alors, ils sont restés, ils en ont payé un prix terrible, ils ont perdu plus de 800 000 morts, leur économie a été gravement endommagée, et au bout du compte, la victoire a été pyrrhique. On peut soutenir que la Grande-Bretagne ne s'est jamais complètement remise de la Première Guerre mondiale. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cela ? Parce que si vous nous regardez, et si vous aviez été dans le bureau ovale à écouter le général Ken et d'autres parler au président Trump, je pense qu'ils auraient formulé des observations semblables. Nous avons la plus grande force aérienne du monde. Si vous combinez l'armée de l'air avec l'aéronavale, personne au monde ne peut nous résister. Ils n'ont aucune chance. Ce n'est pas un pays fort, son économie représente une fraction de la nôtre. Et au bout du compte, il consacre peu, être 1% de ce que nous dépensons à la défense. Donc vous savez, clairement, nous sommes la nation qui possède un énorme avantage stratégique. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est produit. Parce que la puissance navale ne va pas décider de l'issue de cette guerre. La puissance aérienne non plus. En fait, même la puissance terrestre, si nous en envoyons là-bas, et nous sommes un peu comme les Britanniques, nous avons une très petite armée,
Elle ne fera pas de différence. Comment cela a-t-il pu se produire? Et je pense que c'est parce que, d'abord et avant tout, nous voyons les choses à travers notre propre vision. Autrement dit, nous voyons le monde à travers une lentille qui nous satisfait. Mais elle ne peut être pas réaliste pour le reste du monde. Donald Trump est dans une position terrible parce qu'au milieu de tout cela, vous savez, il s'est constamment vanté. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus remarquables au monde. Et soit dit en passant, c'est l'armée que j'ai reconstruite pendant mon dernier mandat, ce qui bien sûr est absurde. Il faut 10 ans pour bâtir une armée, il faut au moins autant de temps, probablement davantage, pour bâtir une force aérienne, il faut 20 ou 30 ans pour mettre une marine en service. Il n'a rien construit de nouveau lorsqu'il était au pouvoir, loin de là. Il est pris dans toute cette espèce de fanfaronnade, de grandiloquence et de non-sens. Que va-t-il faire ? Et je pense que vous entendez maintenant des conversations semblables à ce qui s'est produit lorsqu'ils ont finalement déclaré la guerre à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne. Eh bien, vous savez, nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas nous retirer. Nous ne pouvons pas admettre que nous avons fait une erreur, c'est impossible. Eh bien, les Britanniques ont renforcé la stupidité. Ils ont gaspillé 4 ou 5 ans, ainsi que d'énormes quantités de main-d'œuvre et de ressources dans une guerre qu'ils n'avaient pas besoin de mener. C'est notre position en ce moment. Sauf que je dirais que notre position est plus faible que celle de la Grande-Bretagne en 1914. Et pourquoi en est-il ainsi ? Parce que ce que nous faisons est perçu par le reste du monde comme une manière de les empêcher d'avoir accès aux éléments essentiels. Le pétrole, l'hélium, le phosphore, les phosphates, vous savez. On peut parcourir toute la liste des choses qui sortent du golfe Persique, qui vont vers le sud global et vers l'Europe, et qui sont vitales et essentielles. Et que voyons-nous se produire à l'intérieur des États-Unis, ainsi que, je dirais, en Europe ? Les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté de 42%. C'est certainement la plus forte flambée des prix de l'essence depuis 2022, et elle est bien partie pour devenir la plus forte hausse que nous ayons vue depuis au moins 30 ans. Notre secteur agricole est maintenant sous pression en raison d'un choc des coûts du diesel et des engrais. Les faillites agricoles sont en hausse de 46%. Il y a 9 millions de fermes aux États-Unis. C'est le nombre le plus bas que nous ayons jamais enregistré dans l'histoire documentée. Les prix du diesel sont en hausse de 54% par rapport à l'an dernier. 70% des agriculteurs aux États-Unis disent qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter des engrais. La question est donc, pouvons-nous faire cela ? Et la réponse est, pas très longtemps. Et nous n'avons même pas encore parlé du reste du monde, qui nous blâme pour ces malheurs, avec une justification considérable, je dirais. Nous avons mis en place ce blocus distinct. Alors pourquoi sommes-nous passés à un blocus ? Parce que nous ne savions pas quoi faire d'autre. Oui, et je pense que le président Trump a décidé de ne pas décider. Il dit j'ai besoin de temps pour réfléchir, je dois méditer là-dessus, je dois trouver une voie de sortie. Alors nous allons imposer un blocus à cet endroit. Eh bien, pour une île comme Cuba, il a fallu 180 navires. Et le blocus que nous avons mené contre Cuba s'étendait jusque dans l'Atlantique Nord. Nous n'avons pas 180 navires pour imposer un blocus à l'Iran. Et l'Iran n'est pas une île. L'Iran dispose de voies par lesquelles il peut importer et exporter des biens, des services et surtout du pétrole. Donc le point essentiel est que le blocus est une solution temporaire. Maintenant, il y a eu des discussions du genre, eh bien, rendons-le mondial. Eh bien, si vous voulez finir en guerre contre la Chine et voir les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens et tous les autres encourager les Chinois, c'est là que vous vous dirigez. Parce que mondial, désolé colonel, qu'est-ce que vous voulez dire par mondial ? Saisir les navires iraniens à l'extérieur du golfe Persique. Oui, absolument. C'est ce que Exet a dit qu'il voulait faire. Ils en ont saisi un à Malacca, je crois, dans le détroit de Malacca. Exactement. Le détroit de Malacca est un territoire stratégique vital pour la Chine. Les Chinois surveillent la mer de Chine méridionale de très près. Pourquoi ? Pourquoi les Chinois seraient-ils si préoccupés ? Eh bien, ils ont une longue expérience.
Avant que nous devenions problématiques, ils ont dû composer avec la Royal Navy qui contrôlait la mer de Chine méridionale et au bout du compte, leur port, les forçant à accepter des millions de tonnes d'opium, créant des dépendants partout dans le pays. C'était les guerres de l'opium menées par la Royal Navy. Lorsqu'ils se sont finalement débarrassés de la Royal Navy, que s'est-il passé? Ils ont dû composer avec la marine impériale japonaise. La marine impériale japonaise a permis à 1 million de soldats japonais de marcher en Chine et de tuer des millions de Chinois. Tout cela est lié à Taïwan. C'est lié à la mer de Chine méridionale. Les Chinois ne resteront tranquilles que jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'ils finissent par dire « les Américains sont fous, ils sont dangereux ». Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Ils ont une flotte, ils ont la capacité. Combien de temps attendent-ils avant de descendre vers la mer de Chine méridionale et de passer directement par le détroit de Malacca? Parce qu'après tout, notre petit blocus mondial, si nous le mettons en œuvre, ne fera que restreindre davantage l'accès de tout le monde au golfe Persique. Parce que nous vérifierons non seulement tout ce qui en sort, mais nous n'allons probablement rien laisser y entrer. Toute cette affaire est une catastrophe et Donald Trump doit prendre une décision. Quels sont les 3 choix qu'il peut faire? Il peut dire, vous savez, c'est stupide et pour des raisons humanitaires, je mets fin à notre conflit avec l'Iran. Nous devrons trouver d'autres moyens de régler nos différends. C'est la première option. Deuxième option, eh bien, je vais maintenir ce blocus aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que les Iraniens meurent tous de faim et finissent, vous savez, par demander grâce, comme il l'a mentionné l'autre jour. Eh bien, cela n'arrivera pas. Les Iraniens vont certainement survivre à cela. Ils vivent dans une gigantesque forteresse entourée de montagnes. Ils disposent de quantités inépuisables de missiles et de systèmes sans pilote. Ils peuvent frapper tout ce qui s'approche à moins de 500 000 de leurs frontières, ou davantage. Ils ne vont nulle part. Cela nous ramène donc à ce que vous demandiez au départ. Pourquoi ne pas reprendre les frappes cinétiques? Pourquoi ne pas recommencer la guerre aérienne et de missiles? Et rappelez-vous, vous avez des milliers de soldats au sol qui, du moins en théorie, pourraient être employés dans le golfe Persique d'une manière ou d'une autre. Alors que va-t-il faire? Et encore une fois, il faut revenir à la nature de Trump. Et la nature de Trump, c'est Roy Cohn. Et qu'est-ce que Roy Cohn lui a enseigné? Premièrement, tout nier. Deuxièmement, attaquer, attaquer, attaquer. Troisièmement, transformer tout en victoire. Mais Donald Trump n'est pas un homme stupide. Il ne peut pas simplement s'en aller et dire « Eh bien, nous avons tout détruit. Nous avons gagné. » Je veux dire, vous ne pouvez dire aux gens qu'un certain nombre de fois « Oh, nous avons vaincu leur marine. Nous avons vaincu leur armée, ou plutôt leurs forces aériennes, qui sont toutes deux sans importance pour les Iraniens. Et personne n'y croit. Cela signifie donc qu'il fait face à une humiliation nationale. Je pense donc que la seule façon pour lui de s'en sortir est de reconnaître que nous souffrons davantage à la maison à cause de cela que ce qui est bon pour lui politiquement et pour le peuple américain. Et ensuite, il doit réaliser que le monde entier s'aligne progressivement avec l'Iran contre nous. Alors que doit-il faire? Il devrait se retirer. Il devrait dire, pour des raisons humanitaires, je le dois au reste du monde, c'est un problème mondial. Nous n'allons pas le résoudre par la puissance militaire, mais je ne le vois pas faire cela. Donc je pense qu'il va frapper. Il y a cette déclaration de Trump, le blocus est génial. Le blocus est infaillible à 100%. Ce qui montre à quel point notre marine est bonne. Militairement, nous les avons anéantis. Ils n'ont plus d'armée, leur marine est au fond de la mer. Leur force aérienne ne volera plus jamais. Maintenant, tout cela, c'est du discours politique, comme on peut s'y attendre de Trump. Maintenant, c'est la déclaration dont je parlais plus tôt aujourd'hui au professeur Farhad Izadi, et il semble que les Iraniens s'en soient offensés. Sa rhétorique nuit aux États-Unis, parce que les Iraniens ne sont pas le genre de peuple qui veut être humilié. Et ils le lui ont dit, selon The Wall Street Journal, ils ont dit « Votre rhétorique nous rend plus difficile la négociation avec les décideurs, donc ils concèdent quoi que ce soit ». Il ne semble pas avoir changé sa rhétorique. Ici, il dit « Maintenant, ils doivent demander grâce, c'est tout ce qu'ils ont à faire ».
Dire simplement nous abandonnons, mais leur économie est en très grande difficulté. C'est une économie morte. Nous sommes donc dans une situation où, vous savez, la deuxième option est un blocus économique pour voir qui clignera des yeux le premier. Combien de temps pensez-vous que les Iraniens pourraient tenir ? Je pense qu'ils pourraient tenir pendant des mois. Je ne sais pas combien de mois, mais certainement de très très nombreux mois. Et ils ont les Russes et les Chinois qui vont les aider et les soutenir de toutes les façons possibles. Ils vont continuer à commercer avec tous ceux qui commerceront avec eux, et cela représente la majeure partie du monde. Donc je pense que le problème est beaucoup plus grand de notre côté. Ce n'est pas une guerre existentielle pour nous. C'est une guerre que nous n'avions jamais besoin de mener. Nous sommes impliqués dans cette guerre à cause d'Israël, parce que Netanyahou a essentiellement dit non, nous pouvons gagner cela en quelques jours, et cela éliminera une menace existentielle pour Israël. Eh bien, cela ne s'est pas produit. La menace existentielle pour Israël est maintenant, à mon avis, encore plus grande qu'elle ne l'était avant le début de la guerre. Colonel, comment Trump peut-il accepter les demandes iraniennes ? Je comprends qu'ils ont le dessus. Je pense que Trump a montré non seulement qu'il veut s'en aller, mais qu'il est prêt à abandonner une bonne partie des exigences initiales, des demandes initiales qu'il avait au début de la guerre. Mais nous sommes maintenant dans une situation, et je l'ai aussi dit à d'autres, où les Iraniens demandent des choses qui seraient impossibles pour Trump d'accepter. Accepter que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz sans aucune limite de temps diminue, détruit complètement l'image des États-Unis, comme possédant la marine la plus puissante du monde, comme protecteur des mers et du commerce international, et comme l'armée la plus puissante du monde. Cela change l'ordre mondial, où d'autres pays pourraient faire la même chose dans leur propre détroit. Je pense que cela diminue les États-Unis à un tel point que c'est plus seulement une perte politique pour Trump, mais quelque chose qui aura des conséquences catastrophiques pour les États-Unis, c'est certain. Et se retirer sans obtenir de concessions sur le programme nucléaire serait aussi une perte humiliante pour Trump. Il ne peut même pas transformer cela, comme le dit Roy Cohn, il ne peut pas transformer cela en victoire. Alors les Iraniens ne devraient-ils pas aussi concéder quelque chose ? Je ne dis pas tout concéder. Demander la levée des sanctions, le dégel des avoirs, c'est leur droit. Vous savez, on peut dire qu'ils subissent une guerre économique depuis des décennies. Très bien. Et ils cèdent sur le programme nucléaire, mais le contrôle du détroit d'Ormuz, sans limite de temps, semble être une demande assez extrême. Eh bien, les Turcs ottomans ont perdu la Première Guerre mondiale contre la Grande-Bretagne, mais les Britanniques ont volontiers signé la Convention de Montreux, qui a donné à la Turquie le contrôle du Bosphore et des Dardanelles, et les Turcs ont géré cela très bien. Donc je ne vois pas le fait de concéder quelque chose que nous ne pouvons pas renverser comme nécessairement catastrophique pour nous. Nous ne sommes pas entrés en guerre pour empêcher l'Iran de contrôler le détroit. Apparemment, personne ne s'est donné la peine d'envisager la possibilité que l'Iran puisse finalement faire cela. Mais encore une fois, je ne pense pas que nous ayons compris à quel point ce complexe de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, avec une surveillance persistante basée dans l'espace, reliée à toutes sortes de systèmes de missiles et de systèmes sans pilote au sol, pouvait être aussi efficace qu'il s'est révélé l'être. Je ne pense pas que nous l'ayons apprécié à sa juste valeur. Nous aurions dû, nous en avons vu des preuves dans l'est de l'Ukraine, mais nous ne l'avons pas vraiment pris au sérieux. Encore une fois, le même problème que les Britanniques avaient est un problème que nous avons. Nous avons tendance à prendre l'expérience acquise contre des adversaires faibles et à la transposer à une grande puissance. C'était une chose pour l'armée britannique d'affronter des tribus au Waziristan ou de massacrer des tribus soudanaises avec des mitrailleuses en 1899, mais affronter l'armée impériale allemande, c'était une toute autre affaire. Et ils étaient assez désespérés et ils se sont battus pendant 3 ans aux côtés des Français. Et si nous n'étions pas entrés en guerre pour les tirer d'affaire, ils auraient fini par devoir concéder la défaite. Ils auraient dû s'asseoir et négocier des conditions avec les Allemands, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Alors nous les avons sauvés. Il n'y a personne là dehors pour nous sauver. Je pense donc que l'une de deux choses doit se produire. Si le président Trump
ne parvient pas à accepter, au fond de lui, la réalité que c'est quelque chose qu'il ne peut pas gagner, s'il n'est pas prêt à faire des concessions et qu'il veut faire durer cela mois après mois après mois, ce qui est une possibilité réelle que nous ne devons pas exclure. Même s'il commence à lancer davantage de frappes, ces frappes ne produiront pas l'effet qu'il souhaite. Cela signifie que même après avoir lancé davantage de frappes, il restera coincé avec le même problème essentiel. Donc, s'il n'accepte pas cela, que fait-on, Mario? On retire le président. Vous pensez que cela pourrait arriver? Oui, absolument. Revenons à cela. Je suis sûr que tout le monde vous l'a déjà dit. Le peuple américain n'a jamais été consulté à ce sujet. Comment cette guerre a-t-elle pu se produire sans véritable consultation du peuple américain? On n'a pas demandé aux Américains de voter pour cela, personne n'est allé devant le peuple américain pour lui présenter les arguments. Le président n'a jamais prononcé de discours disant « Nous allons combattre l'Iran, nous allons entrer en guerre contre l'Iran, et nous allons entrer en guerre parce que les Israéliens ne veulent pas qu'ils aient des armes nucléaires. » Et nous sommes d'accord avec cela. Et parce que les Israéliens ne veulent pas qu'ils aient leur arsenal de missiles balistiques. Et nous sommes d'accord avec cela. Et les Israéliens ne veulent pas que l'Iran coopère avec qui que ce soit dans la région contre eux, et nous sommes d'accord avec cela. Il n'a jamais construit le dossier. Et s'il avait essayé de le faire, la plupart des Américains auraient dit « Quoi? Pourquoi allons-nous encore en guerre ?» Parce que c'est ce qu'Israël veut. Il n'a jamais expliqué au peuple américain l'importance critique de ce combat. Alors que faites-vous? Eh bien, il n'avait pas à aller au Congrès, parce que le Congrès est pris par le lobby israélien. Le lobby israélien contrôle la Chambre, il contrôle le Sénat, il contrôle aussi évidemment Donald Trump et la Maison-Blanche. Et des gens disent « Oh, c'est pas vrai, vous ne contrôlez pas Donald Trump. » Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. S'il ne contrôlait pas Donald Trump, il ne serait pas entré en guerre. Et pour ceux qui soutiennent, eh bien, c'est vraiment à propos de la Chine. Ah oui. Et l'idée serait que vous allez faire mal à la Chine en étranglant le golfe Persique. Eh bien, c'est une idée assez stupide parce que si vous essayez réellement de faire cela, vous allez vous retrouver en guerre contre la Chine. Et la Chine n'est pas un adversaire faible. Les victoires que vous avez eues contre les Irakiens, les Afghans, les Libyens ou qui que ce soit d'autre ne veulent absolument rien dire. C'est une véritable puissance. C'est une méga puissance à tous les niveaux imaginables, une autre puissance continentale qui ne peut pas être conquise. Donc non, je ne pense pas que l'idée était d'entrer en guerre pour nuire à la Chine. Cependant, les gens à Washington sont assez stupides pour dire, eh bien, c'est en quelque sorte un avantage inattendu. Nous faisons du tort à la Chine. Vraiment? Alors cela signifie que les terres rares contrôlées par les Chinois, qui sont si vitales pour nos industries de défense et pour tant d'autres choses dans la vie privée et publique, n'ont aucun impact parce que les Chinois peuvent essentiellement nous couper l'accès. Et que faisons-nous alors lorsque nous voulons reproduire des missiles, qu'il s'agisse de Patriot, de missiles de frappe, d'avions ou de quoi que ce soit d'autre? Je pense donc que c'est une idée très stupide, à ce stade, de croire que, d'une manière ou d'une autre, cela va nuire à la Chine. La Chine est encore plus résiliente que l'Iran. Mais cela ne donnerait-il pas aux États-Unis un levier sur la Chine? Évidemment, ce navire a déjà quitté le port. L'époque où l'on parlait du contrôle américain du détroit d'Ormuz n'est plus sur la table. Maintenant, il s'agit simplement de sortir de la guerre sans subir une défaite humiliante. C'est ce que nous essayons d'obtenir et les Iraniens ne permettent même pas à Trump d'y parvenir. Pensez-vous qu'il existe des éléments au sein du corps des gardiens de la révolution islamique qui non seulement ne veulent pas faire de concessions et se sentent renforcés après cette guerre, mais qui veulent en fait ramener les États-Unis dans la guerre? Il y a eu des rapports à ce sujet, mais il est impossible de savoir ce qui se passe en Iran. Mais est-il possible qu'ils veuillent entraîner les États-Unis dans cette guerre pour épuiser davantage leurs munitions, causer davantage de dommages, afin d'assurer une dissuasion à long terme pour qu'aucun président ne recommence? Est-il possible que l'Iran en soit là, ou du moins certains éléments du corps des gardiens de la révolution islamique? Eh bien, je suis sûr qu'il peut y avoir des gens comme ça, mais je ne pense pas que cela caractérise l'objectif national. Je pense que l'Iran aimerait beaucoup voir cette guerre prendre fin, mais l'Iran veut certaines choses, dont l'une est notre évacuation complète de la région. Je veux dire, ils sont fatigués d'être encerclés par des bases américaines à partir desquelles nous pouvons lancer des attaques. Moussa l'a dit aujourd'hui dans sa déclaration, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a parlé du fait qu'il ne devait plus y avoir de bases américaines dans la région.
Oui, absolument. Et vous savez, je ne le blâme pas du tout, mais j'irai plus loin. Ces bases ne sont plus utiles. Pourquoi ne sont-elles plus utiles? Parce qu'elles peuvent être facilement attaquées et détruites avec quoi? Des armes guidées de précision, guidées depuis l'espace, grâce à une surveillance persistante. Toute la stratégie militaire américaine, toute la structure des forces militaires américaines est perdue quelque part en 1944 et 1945. J'écoute des officiers des marines, de l'armée de terre et de la marine me dire nous devons prendre le contrôle des premières et deuxièmes chaînes d'îles et vous essayez de leur dire vous savez si vous allez vous installer sur une petite île, je suis sûr que l'ennemi sera ravi. Tout ce qu'il a à faire c'est dévaster l'île. Combien de temps pensez-vous que Guam durait dans une guerre contre les Chinois? 15 minutes? 30 minutes? Je veux dire, c'est de la folie. À moins d'avoir une île de la taille de Bornéo où vous pouvez vous installer, tout ce que vous essayez d'occuper et d'utiliser ne durera pas. Autrement dit, toute cette mentalité stratégique que j'appellerais du 19e siècle, du milieu du 20e siècle est hors sujet. Et ce que l'Iran a appris à faire, beaucoup d'autres puissances moyennes vont pouvoir le reproduire. C'est l'autre leçon. Oui, c'est un gros problème à long terme, parce que beaucoup d'autres pays verront cela comme un précédent dans leur façon de traiter avec les États-Unis, ce qui est l'exact opposé de ce que nous avons vu au Venezuela. Nous en avons vu un capitulé dans une certaine mesure, puis nous avons vu l'Iran faire exactement le contraire, et cela s'est retourné contre les États-Unis. Un rapport est arrivé aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le CENTCOM vient de demander le déploiement du missile hypersonique Dark Eagle de l'armée au Moyen-Orient pour une possible utilisation contre l'Iran. Le Dark Eagle est le premier missile hypersonique déployé de l'armée américaine, une arme hypersonique officiellement désignée Long Range Hypersonic Weapon. Il transporte un corps planant qui voyage à des vitesses supérieures à Mach 5 avec une portée dépassant 1725 000. Il est conçu pour frapper des cibles de grande valeur et sensibles au facteur temps que les armes actuelles ne peuvent pas atteindre à temps ou ne peuvent pas pénétrer, comme des installations souterraines renforcées, des bunkers de commandement profondément enterrés. Savez-vous quelque chose au sujet de ce missile hypersonique dont il parle? Eh bien, je sais ce que vous avez dit. Je suis incertain quant aux affirmations qui sont faites. Nous ne savons pas avec certitude ce qu'il fera ou ne fera pas en matière de puissance explosive. Nous devrons donc attendre de voir, lorsqu'il sera utilisé, s'il répond ou non aux attentes. Beaucoup d'armes qui ont été utilisées au début de la guerre ukraino-russe n'ont pas répondu aux attentes, tant du côté occidental que du côté russe. Tant que vous ne commencez pas à utiliser ces choses, vous ne pouvez pas en être certain à 100%. Mais il est logique que le président Trump essaie de se convaincre que l'une de ces armes va sauver l'opération. Vous savez, c'est ce qui s'est passé dans la dernière année de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Il s'accrochait à tout ce qui promettait la victoire. Et il regardait plusieurs systèmes d'armes miracles. Or, ces systèmes d'armes miracles auraient pu être extrêmement puissants s'il avait commencé dans cette voie en 1940, mais il avait 4 ans de retard. Et franchement, ces armes n'ont rien changé à l'issue de la guerre. Je dirais qu'en ce moment, nous sommes dans une position semblable. Donc, nous faisons venir ces missiles hypersoniques. Très bien. Combien de missiles hypersoniques allons-nous tirer? Combien pouvons-nous en produire en très peu de temps? Quelle intensité pouvons-nous maintenir avec ces armes? Ce sont toutes des questions cruciales. Je ne sais pas. Mais je soupçonne que vous ne pourrez pas faire grand-chose avec ce système d'armes particulier qui changera l'attitude et l'état d'esprit du gouvernement iranien. Et c'est pour les raisons que vous avez déjà évoquées. Quelle personne sensée pourrait s'asseoir et négocier des conditions avec ce président et son gouvernement actuel et y croire? Peut-on croire quoi que ce soit de ce que nous disons? Où sont les preuves que nous respecterons nos promesses? Il n'y en a tout simplement pas. L'un des traités les plus importants que nous ayons jamais signés était probablement le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité INF, et nous l'avons rejeté avec désinvolture. C'était un développement très important, parce qu'il nous libérait, nous et les soviétiques à l'époque, de l'obligation de construire ces systèmes. Parce que si vous en construisiez assez, ils avaient une chance en Europe qui
soit dit en passant, est beaucoup plus petite que ce à quoi vous avez affaire en ce moment en Iran, d'avoir une capacité de guerre. Donc au bout du compte, les deux camps ont dit, très bien, nous allons éliminer cette catégorie. Nous l'avons jetée aux poubelles. Nous ne savons pas ce qui se passe en ce moment. Nous avons abandonné tous les régimes de contrôle, désarmement sur lesquels nous nous appuyions autrefois. Nous n'avons donc plus de surveillance. Nous ne savons pas avec une certitude absolue ce que nos adversaires potentiels possèdent, et eux ne savent pas nécessairement ce que nous possédons. Donc, je suppose que mon point est le suivant. Pourquoi les Iraniens négocieraient-ils avec nous? Pour eux, le meilleur scénario, c'est que nous abandonnions et que nous partions. Le commandant de la marine iranienne a donc dit « Bientôt, nous révélerons quelque chose qu'ils craignent profondément juste à leur porte ». Vous avez un autre responsable politique, le haut responsable iranien Mohsen Rezaei, qui a déclaré « Nous ne tolérerons pas un blocus naval, et si le blocus continue, l'Iran répondra ». En même temps, Axios rapporte que Brad Cooper, le commandant du CENTCOM, informera Trump jeudi prochain, où le rapport est sorti aujourd'hui. Donc il l'informera dans une semaine au sujet des options de frappe militaire contre l'Iran. Les options incluent des frappes courtes et puissantes contre les infrastructures iraniennes, des opérations terrestres pour saisir une partie d'Ormuz et une mission des forces spéciales pour prendre directement l'uranium iranien. Donc c'est comme si toutes les choses dont nous avons discuté étaient toutes en discussion. Toutes les options sont apparemment sur la table, selon Axios, et il y a eu un rapport similaire d'un autre média il y a quelques jours. Et l'Iran a été très clair, s'il est ramené dans la guerre, il retirera les gants. Il visera les infrastructures énergétiques dans le Golfe, fermera le détroit de Bab el-Mandeb et coupera mon Internet, colonel. Ils vont couper ou endommager les câbles sous-marins pour les pays du Golfe. Qu'est-ce qu'une guerre totale? D'abord, pas une guerre totale. Si Trump accepte l'une de ces recommandations de Brad Cooper, comment l'Iran répondra-t-il? À quoi ressemblerait une guerre? Et pourrions-nous tomber dans un piège d'escalade où une chose en entraîne une autre et où nous nous retrouvons dans un autre bourbier? Eh bien, la vraie question est qui domine l'escalade? Nous ou les Iraniens? Et je dirais que les Iraniens sont maintenant en position de dicter l'escalade. Je pense aussi que l'appel du président Poutine hier au président Trump portait précisément sur cette question. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est dit pendant cet appel, et il n'y a aucune raison que je le sache, mais je soupçonne plutôt que le président Poutine a peu dit au président Trump quelque chose dans le sens de ce que vous venez de dire. Vous savez, c'est une guerre existentielle pour l'Iran. Nous les attaquons à nouveau, ou vous les attaquez à nouveau, et ils répondront avec tout ce qu'ils ont. Ils n'ont qu'une incitation à modérer leur réponse. Ils n'ont aucune incitation à croire quoi que ce soit de ce que vous dites. Donc, la recommandation de Poutine était « ne retournez pas à la guerre. Trouvez une autre façon de sortir de cela ». Et je suis sûr que le président Poutine a offert de soutenir toutes les négociations qui auraient lieu. Et, au bout du compte, si les Iraniens devaient accepter quoi que ce soit que nous mettions sur la table, j'imagine qu'ils voudraient des garanties chinoises et russes selon lesquelles ces puissances soutiendraient l'Iran au cas où ces accords seraient violés. Je pense donc que les Iraniens sont maintenant aux commandes, ils ont l'initiative stratégique, ils peuvent dicter l'escalade. Nous sommes limités, nous sommes encore à 6000 ou 7000 milles de chez nous. Tout exige du transport sur une grande distance pour atteindre le théâtre de bataille. Et nous usons beaucoup d'équipements, nous usons beaucoup de personnel. J'ai été content de voir que le Gerald Ford rentrait à la maison parce que ces pauvres types ont besoin d'une pause. Ils en ont beaucoup vécu. Les gens ne savent pas ce que c'est que de prendre la mer pendant de longues périodes. Et tout l'équipement a besoin d'entretien. Donc, en ce moment, il nous reste 2 groupes aéronavals, plus tout ce que l'armée de l'air peut mobiliser. Et maintenant, ils se tournent vers ces missiles hypersoniques qui, à ma connaissance, ont peut être été testés, mais certainement jamais testés en conditions de combat. C'est une mesure de désespoir, Mario, de la part du président Trump. Qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux obtenir? Qu'est-ce que je peux utiliser pour forcer ces gens à se soumettre? Et mon point est le suivant, Monsieur le Président, il n'y a rien que vous puissiez faire qui forcera les Iraniens à se soumettre aux exigences israéliennes, ce qui est vraiment la raison pour laquelle nous combattons dans cette guerre.
Et il n'y a aucune incitation pour la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, le Vietnam ou qui que ce soit d'autre à intervenir pour arrêter cela. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui regardent ce qui nous arrive et ils y voient une juste punition pour notre arrogance extrême et les mauvais traitements que nous avons infligés à tant de peuples dans le monde pendant de très nombreuses années. Les Américains ne comprennent pas cela. Aux États-Unis, toute personne qui porte un uniforme militaire américain porte un chapeau blanc permanent. C'est un bon gars. Tous ceux qu'il combat sont des méchants. Mais le reste du monde ne voit pas les choses ainsi. Et je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens aimeraient nous voir humiliés. Je pense donc que le geste intelligent pour le président Trump serait de revenir à ce que j'ai dit. C'est une crise terrible. Elle nuit à tout le monde. Il est temps d'ouvrir le golfe Persique. J'ordonne la suspension de toutes les opérations militaires contre l'Iran et je désengage nos forces de la région. Nous trouverons une autre voie et nous accueillerons la médiation de puissances prêtes à le faire pour régler nos différends avec l'Iran. Mais encore une fois, il y a un problème, Mario. Il y a une tierce partie, c'est Israël. Israël a toujours voulu la destruction de l'Iran. C'est le sens de cette guerre en ce qui les concerne. Je pense qu'ils ont eu les yeux plus grands que le ventre. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je ne pense tout simplement pas qu'ils puissent laisser. J'ai le sentiment que Trump est vraiment furieux après cette guerre et après les renseignements qu'on lui a fournis. Je ne serais pas surpris qu'ils s'en prennent vraiment à eux. Je pense qu'il a fait un commentaire. Il a fait quelques commentaires là, dessus. Et aujourd'hui, il a dit au sujet de Netanyahou, qu'il l'avait appelé hier, il a dit, je lui ai dit qu'il devait agir plus chirurgicalement au Liban, ne pas faire tomber des immeubles. C'est trop terrible. Cela donne une mauvaise image d'Israël. C'est pas une chose trop agressive. Je pense qu'il a dit quelque chose de plus agressif contre Israël. Il a dit quelque chose comme « j'ai ordonné » ou « les États-Unis ont ordonné à Israël de cesser d'attaquer le Liban », quelque chose dans ce genre. Donc j'ai le sentiment que, du moins pour l'instant, ce ne sont que des paroles, et cela s'est déjà produit auparavant. Les actions doivent suivre, mais le cessez-le-feu tient au Liban, dans une certaine mesure, très différemment d'avant. N'est-il pas possible que nous voyions cela devenir la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Et que Trump déclenche ce qui est de toute façon inévitable. C'est à dire un changement massif aux États-Unis contre la politique étrangère israélienne ou contre l'influence israélienne sur la politique étrangère américaine. Eh bien, s'il y a suffisamment de pluie et de soleil, alors je suppose que le gazon autour de ma maison va prospérer. Vous posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et vous savez, vous la posez d'une manière pleine d'espoir. Je ne vois aucun espoir. Si vous êtes israélien en ce moment et que vous soutenez M. Netanyahou, c'est votre chance. Parce qu'en ce moment, il a le contrôle complet des forces armées des États-Unis. C'est lui qui est vraiment aux commandes. Si les gens n'ont pas compris cela, lorsque Vance est sorti de la réunion, a pris le téléphone et a appelé Netanyahou, alors je ne sais pas quoi leur dire. Donc, tant que cela ne changera pas fondamentalement, non, je ne pense pas que nous verrons quoi que ce soit de magique et de positif sortir de cette relation. J'espère qu'il a appelé Netanyahou, non pas pour obtenir son opinion sur l'accord de paix, mais pour lui dire que le Liban serait inclus. Du moins, c'est ce que j'espère. Écoutez, l'espoir renaît toujours. La dernière question pour vous, colonel, concernait la Chine. À quel point la Chine a-t-elle été impliquée dans cette guerre? Il y a eu le cargo saisi par les États-Unis, qui contenait apparemment un cadeau, selon Trump, venant de Chine, quelque chose que Trump a dit être classifié. Il ne peut pas parler de ce qu'il y avait dans ce cargo. Il y a eu des rapports selon lesquels la Chine aurait livré non seulement des manpads à l'Iran, mais aussi des systèmes de défense aérienne, les HQ-9. À quel point pensez-vous que la Chine a été impliquée? Ils ont aussi leurs navires de renseignement près du golfe Persique pendant toute la guerre. Il y a eu des rapports selon lesquels ils auraient fourni du renseignement à l'Iran. À quel point ont-ils été impliqués? Mais surtout, si la guerre continue, jusqu'où s'impliqueront-ils? Je pense que les Chinois sont aussi impliqués, qu'ils peuvent l'être sans entrer en guerre contre les États-Unis. Je pense que c'est là que cela s'arrête.
Contrairement à ce que pensent les gens à Washington, personne à Pékin et personne à Moscou ne veut entrer en guerre contre les États-Unis. Ils ne le veulent pas. Le problème maintenant, c'est qu'aux États-Unis, les gens gonflent le torse et disent « Eh bien, c'est parce que nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grands, nous sommes les plus durs. » Non, c'est parce que la guerre est une idée très stupide. La guerre est trop destructrice. Elle nuit aux activités commerciales, elle détruit les niveaux de vie. Personne ne veut y toucher. C'est nous qui parlons de guerre. Quand vous allez à des conférences en Asie, ce sont toujours les États-Unis qui essaient de convaincre tout le monde de se joindre à eux dans une sorte de nouvelle relation trilatérale pour attaquer la Chine. Très récemment, nous avons eu un général 4 étoiles de l'armée en Corée, un endroit où les gens aimeraient beaucoup que l'armée américaine parte et rentre chez elle. Nous sommes là depuis plus de 70 ans. Ils en ont assez. Ils pensent que nous devrions partir. Ils ne se sentent pas menacés par la Chine et ils savent que la Corée du Nord ne va pas les attaquer. Mais il a fait un commentaire public et a dit « Il est temps pour nous de relier le Japon, la Corée et les Philippines pour bâtir ce qu'il a appelé un kill web, un réseau létal visant la Chine. » Ce dont il parle vraiment, c'est de ce que vous voyez en Iran. Un système de frappe ISR avec des moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de tout type, du fond marin à l'espace, relié à toutes sortes d'armes d'attaque à distance, longue portée, moyenne portée, courte portée, et tout cela pointé vers la Chine. Vous savez, nous avons une batterie de missiles balistiques de théâtre installée sur l'île du nord de Luçon, aux Philippines, pointée vers la Chine. Je veux dire, si vous êtes chinois et que vous écoutez ce genre de non-sens, que vous voyez où nous sommes, ce que nous faisons, vous êtes convaincu que vous devez être sur vos gardes. Vous voulez pas de guerre, mais vous regardez les gens au pouvoir à Washington et vous vous dites, ces gens veulent une guerre. Donc l'Iran, qui est un fournisseur majeur de produits pétroliers pour la Chine, est quelqu'un qu'ils vont aider et soutenir. Il est aussi vital pour l'initiative des nouvelles routes de la soie. Et toute cette initiative n'est pas apparue parce que quelqu'un en Chine s'est réveillé un matin en disant « Rebâtissons la route de la soie qui fonctionnait efficacement sous l'Empire mongol ». Non, ils ont dit « Nous devons avoir une solution de rechange au commerce maritime parce qu'il y a cette organisation dans le Pacifique. Elle s'appelle la Marine américaine. Nous ne savons pas quand ils essaieront de nous imposer un blocus. Nous ne savons pas quand ils essaieront de détruire nos ports et de nous empêcher de faire des affaires. Donc nous devons avoir un réseau de routes et de chemins de fer partout en Asie centrale, allant jusqu'en Iran, puis éventuellement, je suppose, à travers Suez et vers l'Afrique, ainsi que jusqu'à Rochefort, en France, sur la côte ouest. Ces choses sont vues comme des nécessités stratégiques, comme vitales pour la sécurité nationale chinoise. Donc oui, les Chinois feront tout ce qu'ils peuvent pour aider et soutenir les Iraniens afin qu'ils survivent à cette expérience. D'ailleurs, les Russes en font aussi beaucoup, mais les Russes sont encore immobilisés dans l'est de l'Ukraine parce que le président Poutine a espéré, contre toute attente, pendant des années, pouvoir négocier la fin de la guerre. Je pense qu'il commence enfin à comprendre que non, personne ne va s'asseoir pour négocier avec lui. Maintenant, cela pourrait changer si nous nous débarrassons de Merz à Berlin, de Starmer à Londres, de Macron en France, mais tant que cela n'arrivera pas, il devra gagner la guerre une fois pour toutes. Et je pense que c'est là que les Russes se dirigent. Donc l'Iran ne recevra pas autant de la Russie que de la Chine. Mais tout le monde nous regarde à travers la même lentille. La lentille à travers laquelle nous regardons le reste du monde est déformée. Elle est irréaliste, elle ne correspond pas. Nous sommes déconnectés de la réalité sur cette planète. Nous ne voulons pas vivre dans un monde où nous ne sommes pas la puissance hégémonique. Et c'est ultimement de cela qu'il s'agit. Et dans l'esprit de Trump, s'il ne peut pas écraser l'Iran et les forcer à se soumettre, alors nous sommes dans une situation très grave. La possibilité que nous n'ayons pas à faire cela, que toute cette guerre aurait pu être évitée, que les Israéliens devront apprendre à vivre comme un État normal à l'intérieur du Moyen-Orient, ces choses ne lui viennent pas à l'esprit, et c'est le problème. Donc on revient à votre question initiale, où allons-nous maintenant ? J'ai beaucoup de mal à croire qu'il ne va pas, entre guillemets, dans son esprit, déchaîner l'enfer dans une tentative désespérée de dernière minute pour mettre l'Iran à genoux. Cela ne fonctionnera pas. Et je n'exclurai pas la possibilité que les Iraniens démontrent certaines capacités que nous n'avons pas encore vues. Je pense que cela arrivera. Mesdames et messieurs,
Notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.